Hop. On va élever nos pensées vers Dieu et vers tous ces bons esprits qui nous assistent et qui sont là pour nous aider à surmonter les difficultés du quotidien, en les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis de nouveau après ce petit intervalle de fin d'année pour reprendre les études de la philosophie spirit en testant, en essayant ce nouveau fascicule qui est en cours de préparation, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, cette philosophie, et qu'elle puisse nous être utile pour notre amélioration personnelle. Voilà. Donc, j'ai fait le programme révisé. Vous voyez, bon, j'ai fait tout le premier semestre. Il y a peut-être quelques titres là sur les modules 6, 7, 8, 9 qui vont peut-être encore être un peu ajustés selon la manière dont j'arriverai à condenser un peu tout ça, hein, puisque le cours, en fait, c'est le même. Je vais vous le montrer ici. Attendez, d'abord, on va montrer. Donc, on départ par un premier module qui est Introduction à l'étude du spiritisme, où donc on aura 7 guides d'études, donc qui sont ceux que vous voyez, hein, le contexte historique, la définition, les points principaux, les phénomènes qui ont précédé, Alain Kardec, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés, les livres de base. Voilà. Je n'ai pas réussi à faire plus court que ça. Donc, il y avait 2 modules réunis en un, mais voilà. Le but, c'est d'essayer de faire de sorte que, en commençant maintenant début janvier, on arrive fin décembre à terminer l'ensemble du programme. D'accord. Et en plus, bon, il y a eu quelques mises à jour qui ont été faites, notamment sur Kardec, puisqu'il y a eu pas mal de découvertes historiques. Donc, c'est un lien qui est pratiquement complètement réécrit. Ensuite, le fascicule. Je vais faire un peu plus petit. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, il respecte le précédent. Ça a été un peu simplifié, toutes les méthodes pédagogiques, etc., puisque je me rends compte qu'au bout d'une vingtaine d'années d'expérience du cours, les méthodes pédagogiques, soit je ne suis pas doué pour les appliquer, mais quand on commence à dire aux gens, voilà, vous vous préparez pour la fois suivante, ou on va faire des groupes, chaque groupe va avoir une partie du sujet et va présenter à la fin, etc. Déjà, même en présentiel, les gens préfèrent avoir le cours avec tout le monde, hein, sans faire de groupes, hein, puisqu'on est quand même entre 10 ouais, là aujourd'hui on est à 11, ça tourne toujours à peu près autour de ces nombres-là en direct. Hein. Et ensuite, par exemple, en virtuel, faire des groupes, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faudrait à la limite enregistrer ce que chaque groupe fait en parallèle, et vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc là aussi, on a préféré simplifier en faisant le cours de façon interactive, comme vous l'avez connu depuis quelques semaines pour ceux qui le fréquentent. Voilà. Donc, le premier module, c'est l'introduction à l'étude du spiritisme. L'objectif, c'est que vous sachiez ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été conçu et par qui. Hein. Et donc, le premier guide d'étude, c'est le contexte historique du 19e siècle, où donc cette philosophie est apparue, hein, puisqu'elle est apparue en 1857, donc c'était en plein 19e siècle. Et le 18e et 19e siècle en Europe étaient quand même des siècles particuliers. 18e, donc les années 1700, hein, c'était ce qu'on appelait le siècle des Lumières, avec la science qui commençait à progresser, les arts aussi, les intellectuels, Jean Rousseau, Voltaire, voilà, tout ça, c'est le 18e siècle. Et le 18e siècle, il s'est terminé aussi par la Révolution française. Il y a eu la Révolution américaine un peu avant. Il y a eu beaucoup d'autres révolutions dans beaucoup de pays, hein, pour se défaire, entre guillemets, du joug des monarchies et puis aussi
de l'influence religieuse dans les gouvernements. Et donc, c'est Emmanuel, toujours, bon, j'ai gardé aussi quelques citations des livres de Chico Xavier, pour que vous ayez cette vision relativement large. Il a écrit un livre qui est intéressant, qui parle de l'historique, qui s'appelle Vers la lumière. Je pense que ce livre, vous pouvez encore le trouver chez Jean-Pierre Pipineau, il doit lui en rester quelques-uns. Et dans ce livre, il fait tout un historique depuis la création de la Terre, avec toutes les phases principales historiques qu'on connaît. L'apparition de la vie, ensuite les premières civilisations, genre Égypte, Grèce, etc. Puis ensuite, Moïse, Jésus, Mahomet, et puis il parle aussi donc de ces siècles. Donc, alors, attendez, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte, voilà. Jusqu'à ces siècles de lumière. C'est un livre assez intéressant qui est. Donc, on voit l'authenticité de ce livre par le fait que Chico Xavier, il avait le médium, il avait une formation relativement légère. Et donc, le livre, il est relativement érudit et surtout, il parle de la France en particulier, que Chico ne connaissait pas aussi bien que ça. Ce siècle, donc le 19e toujours, peut être appelé le siècle des révolutions, car aucun autre jusqu'à présent n'a été si fertile en soulèvement, en insurrection, en guerre civile, parfois victorieuse, parfois écrasée. Ces révolutions ont pour point commun le fait d'être presque toutes dirigées contre l'ordre établi. C'est tous ces régimes injustes, voire dictatoriaux, des rois, associés souvent aux religions, puisque les deux avaient donc un intérêt commun qui était entre guillemets, d'asservir le peuple, de faire du peuple des bons croyants qui payent la dîme ou des bons paysans qui produisent la nourriture et qui travaillent pour le royaume. Et donc, au fur et à mesure que ça a mis du temps, quand même, ça a duré tout le Moyen-Âge, un millénaire ou plus, mais vers le 17e, 18e siècle, l'humanité évoluant, les êtres humains évoluant, il y en a qui ont dit stop, on veut plus ça, on veut des régimes un peu plus justes, un peu plus égalitaires. Donc, ce sont les révolutions qui ont eu lieu. Donc, parfois, elles ont bien marché, parfois, elles ont mal marché. Presque toutes en faveur de la liberté, de la démocratie politique ou sociale, de l'indépendance ou de l'unité nationale. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est 1789 en France. Et malgré ça, ces révolutions n'apportaient pas encore immédiatement un système idéal, même si aux États-Unis, je crois qu'ils en sont toujours encore à leur constitution de 1783 ou 82, je ne sais plus exactement la date. C'est resté relativement stable. En France, par contre, il y a eu des exagérations des propres révolutionnaires qui ont fini par tomber. Puis ensuite, il y a Napoléon qui est venu, qui s'est autoproclamé empereur. Donc, on est revenu de nouveau à un espèce de système dictatorial. Et avec les défaites qu'il a eues, notamment de la Grande Armée, dans les campagnes en Russie et ailleurs, lui aussi, il est tombé. Et ensuite, il y a eu la Restauration avec les rois qui sont revenus, les frères de Louis XVI, avec encore une autre révolution en 1830. Et, enfin bref, on a eu comme ça une oscillation de différents régimes, 6 ou 7 régimes différents, jusqu'à ce que dans les années 1870, avec la chute du Second Empire et de Napoléon III, on soit arrivé à un régime qui soit à peu près démocratique et à peu près stable. Donc, en gros, ça a mis pas loin d'un siècle pour se stabiliser. Et donc, c'est en plein dans cette période, au 19e siècle, que l'esprit de vérité, il est venu. Il y a eu cette invasion de phénomènes, comme on le verra dans le prochain module, les tables tournantes en France, et puis donc quelques personnes, dont Alain Kardec ou Hippolyte Rivail, pour être plus précis, qui étudiaient sérieusement les phénomènes et qui en ont tiré les conséquences en consignant tous les résultats de leurs expériences dans des livres. Et donc, c'est ça qui a donné le livre des esprits.
et la philosophie spirit. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Christophe? Oui, juste pour précision, l'esprit de vérité, vous le définissez comment? Ben, l'esprit de vérité, c'est lui-même qui s'autoproclame. Enfin, il y a, comment dire, quand Alan Kardec faisait ses observations dans les réunions qu'il y avait à l'époque, hein, avec les sœurs Baudin, avec Hermance Dufault, avec Céline Jaffé et les autres médiums, ben, il y a un esprit qui se communiquait de temps en temps et qui signait l'esprit de vérité. Et donc au début, ben, Kardec ne savait pas trop qui ça pouvait être. Et c'est que par la suite qu'il a été, en regardant dans les évangiles, hein, dans la Bible, on s'est rendu compte dans Jean, hein, je crois que c'est Jean, il disait je vous enverrai l'esprit de vérité qui vous rappellera tout ce qui vous a été dit d'une façon beaucoup plus claire et pas avec des paroles voilées en parabole. C'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit, mais le sens, le voilà. Et c'est là ils se sont dit, tiens, ben voilà, ils annonçaient, dans l'évangile, on parle de l'esprit de vérité. Là, il y a un esprit qui est venu, qui a signé l'esprit de vérité et qui donne des communications qui sont très, très fortes, opportunes, vraies, etc. Et donc, le lien a été fait comme ça, quoi. Voilà. Alors après, quand tu vas au Brésil, par exemple, ils vont te dire, oui, mais l'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Alors ça, moi, peut-être, Kardec l'admettait effectivement, bon, mais une des caractéristiques du spiritisme, c'est que ce que Kardec nous a toujours conseillé, c'est qu'à partir du moment où c'est un bon esprit qui est là, peu importe de savoir si c'est X, Y ou Z, si c'est Jésus ou Socrate ou Bouddha ou n'importe qui, hein, puisque ce sont des esprits qui sont très évolués tous, et ils vont tous parler d'une seule voix. Hein. Donc, que ce soit Jésus lui-même ou que ce soit quelqu'un à qui Jésus a délégué, peu importe de savoir. Voilà, c'est le genre de débat qui apporte pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le contenu, l'essence même du message. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, dans l'Évangile selon le spiritisme, vous avez 6 ou 7 communications de l'esprit de vérité. Ben, lisez-les, vous verrez que ce sont des communications qui sont effectivement très, très fortes, pleines de bon sens, de sagesse, et c'est ça qui compte. Voilà. C'est pour ça que je préfère ne pas parler de Jésus, mais de cette équipe, hein, qui entourait Jésus, dans lesquels il y avait Moïse, il y avait Socrate, il y avait tous ces grands missionnaires qui sont venus sur la terre, éventuellement même encore aujourd'hui. Hein. Il y avait aussi tous les grands missionnaires de l'Orient. Hein. Il y avait Bouddha, il y avait Krishna, il y avait. Hein, ce sont tous des esprits de la même équipe qui sont venus à différents moments, en différentes cultures, différentes langues, apporter en gros le même message adapté à chaque pays, à chaque culture. Mais la source, c'est la même, et quand on remonte à la source de ces enseignements, on retrouve la même chose, les mêmes enseignements. Fabrice? Oui, et en fait, on peut dire que c'est Jésus, entre guillemets, le patron, quoi. Voilà, alors, les Brésiliens sont très, très attachés là-dessus. C'est Jésus le chef, c'est Jésus qui coordonne, etc. Bon, c'est peut-être vrai. Et puis dans le livre des esprits, on voit la question 625 qui dit quel est le meilleur guide et modèle? Et puis les esprits nous répondent, voyez Jésus. Le problème que j'ai avec ça, c'est que quand tu vas en Orient ou chez des musulmans ou chez des hindous, en mettant Jésus comme ça en avant, ben, des fois, il y a des endroits où les musulmans connaissent Jésus, hein, puisque Mahomet l'avait reconnu comme un prophète, mais en Orient, il y a beaucoup de civilisations qui ne connaissent pas ou très, très peu Jésus. Donc, si tu viens en parlant de Jésus, tu vas créer une gêne si tu vas dans ces endroits-là, tu vois. C'est pour ça que je préfère parler de cette équipe d'esprit évolué dans lequel, duquel proviennent tous ces grands missionnaires dans le monde entier. Comme ça, tu vois, tu mets tout le monde autour de la table sans vouloir prétendre qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, tu vois. Parce que c'est un peu l'erreur des croisades, hein, quand ils sont allés prêcher Jésus de force aux musulmans, aux juifs ou autres. On a vu ce que ça a donné, hein, c'est pas la bonne méthode. Il faut garder cette diversité dans la forme, mais comment dire, l'unicité dans les lois morales qui en fait sont les mêmes. Hein. Aime ton prochain comme toi-même.
On trouve ça sous différentes formes très, très proches, un peu partout, dans chacune des religions quoi, du monde. Et c'est donc ça qu'il faut mettre en avant, cette morale universelle acceptable par tous, comme point de rassemblement. Et éviter les choses qui divisent. C'est vrai que tu parles de Jésus au Portugal ou au Brésil ou en Amérique latine, les gens commencent à pleurer, ils l'ont vraiment dans leur cœur et tout. Mais quand tu vas en Orient, c'est pas tout à fait ça, comme ça que ça va se passer. Je dis ça parce Donc, qu'on a tendance à, enfin, je veux dire, on admet plus ou moins que c'est quand même Jésus qui est le guide de cette planète. ben alors ça, c'est ce que, comment dire, quand tu lis Emmanuel, le livre qu'on a cité, lui, il dit que Jésus était déjà là il y a 4 milliards d'années de la formation de la Terre. Tu vois, là, typiquement, ils vont trop loin. Tu vois, je pense que, moi, j'ai des doutes, parce que l'esprit de Jésus, qu'est-ce qu'il avait à faire à 4 milliards d'années avec une boule de feu? Il pouvait très bien avoir des adjoints ou d'autres esprits qui avaient son niveau plusieurs milliards d'années avant lui pour faire ce boulot. Ça n'a pas besoin d'être Jésus lui-même. On retombe encore une fois, tu vois, dans ce problème d'identité qui pose des problèmes, qui pose des difficultés. Mhm. Alors que Jésus aujourd'hui soit le chef, encore une fois, peut-être, c'est vrai, c'est peut-être vrai. Mais quand tu vas chez des musulmans ou des hindous, il vaut mieux pas le dire comme ça. Tu vois, il vaut mieux dire c'est une équipe d'esprits élevés qui s'entendent à merveille, qui parlent d'une seule et même voix, qui font ça. Alors que ce soit Jésus le chef ou Socrate ou Krishna ou X ou Y ou Z, encore une fois, c'est secondaire. Tu vois, c'est pas. Tu peux faire et dire comme ça éventuellement ici en France ou dans les pays chrétiens ou en Amérique latine, mais définitivement si un jour tu vas en Orient, c'est pas la meilleure manière de présenter les choses. Oui, Vincent? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, quand on parle de Jésus à chaque fois comme référent, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de faire de l'idolâtrie? Et l'idolâtrie, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Effectivement, l'idolâtrie, c'est quelque chose aussi qui vient depuis des millénaires, hein, qui vient de très très loin. Et il y a une idolâtrie pour Jésus. Alors on peut comprendre, hein, il y a beaucoup de gens qui admirent sincèrement Jésus, mais l'idolâtrie, c'est de dire c'est le seul, c'est le meilleur, elle va souvent trop loin, hein. Et cette idolâtrie, on retrouve ses inconvénients aujourd'hui. Ben, par exemple, les idolâtres de Chico Xavier, qui portent du tort à Chico, et il y a les idolâtres aussi de Divaldo Pereira Franco encore aujourd'hui, qui portent tort à toutes les belles choses que Divaldo Pereira Franco a pu faire. L'idolâtrie, en fait, c'est pas du fanatisme, mais ça s'en rapproche un peu. Voilà, il y a toujours des tendances à l'exclusivisme, et alors que il vaut mieux aller dans le sens de l'universalité. Morissette? Oui, mais j'allais dire, Charles, en fait, Jésus, c'est l'identité de l'esprit qui est revenu sur Terre, hein. Comme toi, tu t'appelles Charles, comme moi, je m'appelle Morissette. Et en Oui. fait, c'est l'esprit qu'il faut voir. Donc, est-ce que c'est pas plutôt l'énergie christique ou enfin, je ne sais pas, mais pour moi, je dissocie Jésus avec l'esprit. C'est-à-dire que on va parler de Jésus parce que on a besoin d'une identité donc qui représente cet esprit évolué, mais le corps de Jésus est mort et l'esprit est libéré. Voilà, donc et c'est l'esprit qui continue. Et il n'est pas obligatoirement identifié dans le monde spirituel comme Jésus, quoi. Enfin, Voilà. ni comme Bouddha ou autre, hein. Ben, c'est ça. En fait, c'est pas l'individualité qui compte, c'est l'exemple qu'il a donné et l'exemple qu'il a donné ainsi que l'enseignement qu'il a laissé. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà. Et quand on parle de Jésus, on sait de qui on parle. Voilà. On parle des évangiles. Voilà, c'est Mhm. du code moral, quoi. Léon Denis, il dit clairement, alors je ne sais pas dans quel livre, il me semble que c'est le Génie celtique, il dit clairement que Jésus et Krishna, c'était le même. C'était réincarné en Krishna et après en Jésus. Bon, ça, les Brésiliens, enfin, les idolâtres, encore une fois, ils n'aiment pas. Et ça prouve bien le malaise, quoi. Parce que les révélations qu'il y a eu
pourquoi est-ce que Dieu il aurait donné des bonnes choses à Israël et puis pas, il aurait laissé pour compte toutes les autres régions du monde? Non, tout le monde a reçu des révélations du même niveau. Et il n'y a Oui. aucune religion qui est meilleure ou pire que l'autre. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de débat, quoi. Il faut aller chercher les points d'entente, les points communs qui sont justement cette morale universelle qui est acceptable par tous et que Kardec, il a essayé de consigner, je dirais, un brouillon de cette enfin plus qu'un brouillon, quoi, un exemple de morale universelle dans le livre 3e des livres des esprits, qui s'appelle les lois morales, et qu'on verra à partir, déjà, ça va commencer en mai, puisque là, on avance un peu plus vite sur ce cours. Et on a vu un peu, juste avant Noël, là, quand on avait terminé, on avait vu les lois morales, la loi de liberté, les lois de nature. Voilà, là, on arrive dans des concepts qui sont universels, qui sont tirés, inspirés de l'Évangile, mais pas que, et qu'on retrouve partout. Et on a eu des conférences, par exemple Fatima, qui est une spirite en France, elle est d'origine musulmane, et elle dit, elle est arrivée au spiritisme après avoir lu la sourate de la vache, et la sourate de la vache parle de la réincarnation. Vous voyez, il y a des choses qu'on retrouve. Et quand on va vraiment au fond et qu'on enlève, encore une fois, toutes ces cendres, toutes ces scories qui ont été introduites par l'humanité avec les trafics, les traductions, les changements de rédaction et autres, et qu'on va vraiment chercher l'essence des enseignements qui sont justement, je sais pas moi, le sermon de la montagne, tous les grands commandements que Jésus a laissés. Là, on a vraiment des pépites, et si on se concentre sur ces pépites, ou ces diamants, c'est là où on se rend compte que ce sont ces choses-là, la morale qu'il y a dans l'Évangile, qui est acceptable de façon universelle par le monde entier. Voilà, alors on va revenir donc sur le 18e et le 19e siècle. Donc, vous voyez, 1776, c'était un peu avant 1789, l'indépendance politique et l'organisation de la Constitution de Philadelphie. Il n'y a pas la date, mais c'était juste après, quoi. Donc, c'était une décennie à peu près avant la Révolution française. Et la Révolution des États-Unis a d'ailleurs été largement inspirée par des intellectuels français, d'Estude de Tracy et certains autres de ce siècle des Lumières, qui vivaient encore sous le régime de la monarchie, commençaient à divulguer des idées de démocratie, des choses comme ça, et qui ont largement inspiré les Américains dans ce qui s'est passé chez eux un petit peu avant la Révolution chez nous. Voilà. Et donc, cette indépendance aux États-Unis, c'est ça qui a déclenché l'enthousiasme en France, et donc qui a débouché sur la Révolution de 1789. Voilà. Les progrès, ils ont eu lieu partout, dans la science, la culture, etc. C'est le siècle de la raison. Le siècle de la raison, c'est le 19e, et le 18e, on l'a appelé le siècle des Lumières. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a eu, par l'évolution individuelle des habitants de la Terre, cette émancipation qui forcément se heurtait à toutes ces choses iniques et injustes de ces régimes monarchiques et aussi de l'action de l'Église, de l'Inquisition à l'époque. Voilà. Donc, en France, vous aviez 3 groupes sociaux, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le clergé qui représentait 2% d'une population, donc de 23, c'était les privilégiés, 2% de la population de 23 millions d'habitants à l'époque. Il y avait quand même déjà un tiers de la population d'aujourd'hui, exemptés d'impôts, donc les riches qui ne payent pas d'impôts, vous voyez, c'est des choses qui aujourd'hui sont absolument politiquement incorrectes, mais qui à l'époque étaient tout simplement normales et légales en plus. Voilà. La noblesse rurale, donc c'était tous les intellectuels, les bourgeois qui avaient les postes administratifs, qui administraient les régions, enfin le début de l'industrialisation. Et puis donc 95% de la population, c'était le tiers-état, où il y avait aussi des bourgeois, mais qui n'étaient pas anoblis, entre guillemets, le prolétariat industriel et les paysans.
les paysans qui représentaient la majorité. À l'époque, je crois, 3/4 de la population travaillait dans les champs. Il n'y avait pas encore les tracteurs, il n'y avait pas les moissonneuses-batteuses. C'était un travail énorme, donc de pouvoir produire toute la nourriture qui était nécessaire avec la force et l'énergie des mains à ces 23 millions d'habitants, avant que l'arrivée des machines et des tracteurs. Alors, il y a Claire Yvon qui a levé la main. Si vous avez une question, n'hésitez pas. On n'entend pas, il y a peut-être encore des problèmes de micro, mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez une question. Voilà. La bourgeoisie n'a droit ni à la participation politique, ni à l'ascension sociale. Vous voyez, c'était carrément les castes. Une fois qu'on était dans le tiers-état, il n'y avait aucune chance de pouvoir changer, d'être anobli. Voilà. Et donc, tout ça, c'est cette soupe explosive qui a donné la révolution de 1789. Donc, il y a eu beaucoup de bénéfices sociaux à la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme, le liberté, égalité, fraternité, toutes ces belles choses qui étaient idéalisées par les premiers révolutionnaires, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont allés trop loin. Il y a eu des années de terreur, notamment quand on étudie le département de l'Ain, où vivaient à l'époque les parents du futur Hippolyte Rivail. Eh ben, son grand-père maternel, le père de sa mère, il a été guillotiné à Lyon, par exemple, de façon complètement injuste. Il y avait des rivalités entre les révolutionnaires eux-mêmes, avec des vengeances. Enfin, c'était vraiment une période terrible et sanguinaire. Il y en a qui étaient fédéralistes, c'est-à-dire qui voulaient une certaine autonomie pour les régions, et d'autres, avec les Girondins notamment, et d'autres qui étaient plutôt centralisateurs, qui voulaient centraliser tous les pouvoirs à Paris. Et à l'époque, ce n'était pas des débats, ça y allait, comment dire, à l'épée, à l'arme, il y avait des attentats les uns contre les autres. C'est des histoires qui sont assez intéressantes. Et finalement, de tout ce chaos, il y a Napoléon Bonaparte qui est venu, qui était, comment dire, qui est monté suite à, qui était général de l'armée d'Italie, l'armée des Alpes, qui a eu toutes ces campagnes victorieuses de Rivoli et autres, et donc qui est en fait monté dans la hiérarchie de l'État et qui a fini par se déclarer empereur. Donc c'était un grand chef militaire, et il s'est autoproclamé empereur en décembre 1804. Donc 2 mois après la naissance du petit Hippolyte. Voilà. Et donc, Napoléon, il a fait beaucoup de bonnes choses, et aussi beaucoup d'erreurs, comme d'habitude. Les bonnes choses, il a fait le Code Napoléon, il a fait une réforme de l'orthographe et de la grammaire. Je ne sais pas si vous lisez un livre du XVIIIe siècle avec les S qui ressemblent à des F, avec des machins qui s'écrivent tout à fait différemment de comment ça se prononce. Je pense que vous avez tous déjà un peu vu ce genre de choses. C'est Napoléon, en fait, qui a fait une réforme de tout ça, et ce qui fait que quand vous prenez les dictionnaires de l'Académie française des années 1810, 1830 et encore aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très, très peu de changements. La langue française est restée relativement stable. Et entre autres, c'est une très bonne chose puisque les livres que Kardec il a écrits en 1857, entre 1857 et 1868, sont restés relativement actuels, même si, évidemment, dans la forme, dans les mots ou dans certains aspects culturels ou certaines notions comme les races, etc., on écrirait de manière tout à fait différente aujourd'hui. Voilà. Mais au moins, le langage, il est clair. On peut prendre ce dictionnaire de l'Académie française et être absolument sûr de ce qu'il voulait dire. Mais ça, c'est Napoléon. Voilà. Il a aussi déclaré la laïcité de l'État, l'enseignement public. Le Code Napoléon, par exemple, il est toujours encore à la base de notre code civil, de la justice en France. Donc, il a apporté énormément de bonnes choses. Il a adopté aussi le droit à la propriété, le droit au divorce. Tout ça, c'est Napoléon qui l'a fait. Et adopté aussi le premier code commercial. Mais bon, voilà, il y a la grande armée, il voulait envahir l'Inde en passant par la Russie, etc. Et on a vu le résultat que ça a donné. Il y a eu la grande armée, je crois qu'il y a quelques pourcents à peine des soldats qui étaient partis en Russie qui sont revenus, la Bérésina, toutes ces choses-là.
Donc, c'est ça qui a fait chuter l'Empire. Après, vous voyez, donc, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés, avec chaque fois des révolutions au milieu. Donc, le 19e siècle, le siècle donc, où Hippolyte Rivail il a grandi, était très perturbé, surtout à Paris où il habitait. La Restauration, donc c'était les frères des rois qui ont rétabli une espèce de monarchie, mais quand même moins forte que celle qu'il y avait avant, entre 1814 et 1830. Il y a eu la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848. 1848, nouvelle révolution. La Deuxième République jusqu'en 1852. Donc le président qui avait été élu, c'était Napoléon III. Qui, en 1852, son mandat arrivait en échéance, hop, coup d'État, et il a fait le Second Empire. Vous voyez comment les choses se sont passées à l'époque. Et donc, la Troisième République n'est venue que après la défaite de Napoléon contre les Prussiens en 1870. Donc, c'est là où est venue la Troisième République. Et aujourd'hui, on en est à la 5e. C'est ça. Donc, vous voyez, la Troisième République, elle a duré jusqu'en 1940. Donc, il y a eu toutes ces oscillations donc, qui ont ponctué ce 19e siècle, mais c'était une lutte donc, des personnes vers la démocratie, vers des systèmes plus égalitaires, vers plus de droits, vers plus de justice, et surtout vers plus de liberté d'expression d'un point de vue intellectuel et se défaire aussi de ce joug à la fois des rois et des religieux qui ont, pendant des siècles, voire plus d'un millénaire, abusé de l'autorité qu'ils avaient au lieu de s'en servir pour aider à l'amélioration du peuple. Après, vous avez eu aussi la révolution industrielle qui a commencé au 18e en Angleterre. Donc, c'est là où les machines ont commencé à venir, comme on l'a dit. Les machines dans les usines, les machines dans les champs, les machines dans les transports, etc. Donc, des équipements toujours plus sophistiqués, les relations internationales, les domaines économiques, commerciales et politiques, l'urbanisation. C'est grâce aux machines que les villes ont grandi. Les réseaux de communication, voilà, le ferroviaire, l'aérien, bon, ça c'est venu par après. Et aussi les recherches médicales et sanitaires. Donc, il y a eu les progrès aussi dans ce domaine-là. Mais la révolution industrielle, ça nous a donné Zola. Il y a eu la condition ouvrière à l'époque, elle n'était pas très bonne. Les pauvres ouvriers travaillaient quand même 50 heures ou plus par semaine et dans des conditions d'hygiène, de sécurité qui étaient quand même déplorables et loin de ce qu'elles étaient aujourd'hui. Voilà. Il y a eu les progrès aussi au niveau intellectuel, la philosophie. Certaines philosophies qui étaient plutôt pessimistes, d'autres qui étaient plutôt optimistes. Schopenhauer, par exemple, le pessimisme, les théories de Spencer. Après, il y a eu le positivisme d'Auguste Comte. Donc, si vous êtes à Paris, je vous conseille jusqu'à fin janvier, dans la maison d'Auguste Comte, qui est à côté du théâtre de l'Odéon, dans le 6e, il y a en ce moment une exposition sur la fantographie. Et donc, vous verrez des photographies de fantômes, un buste d'Allan Kardec dans la maison d'Auguste Comte. J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et quand je suis arrivé là-bas, le responsable de l'exposition qui me disait, mais bon, Kardec et Auguste Comte étaient quand même très opposés. Je lui dis, non, Kardec, il était tout à fait d'accord avec Auguste Comte sur la méthode positive, sur la méthodologie scientifique. Là où ils n'étaient pas d'accord, c'est que Auguste Comte, il était athée et matérialiste, alors que Kardec croyait en Dieu et il était spiritualiste. C'est sur ces points-là qu'ils s'opposaient, mais pas sur la méthode scientifique. Voilà. Et donc, vous voyez, petit à petit, la science, elle a commencé à se développer et à contrôler, je dirais, la connaissance qui, avant, était l'apanage des religions. Vous vous rappelez, Galilée ou même Giordano Bruno, qui se sont fait… le premier, il a été brûlé sur un bûcher parce qu'il avait osé prétendre que la Terre était ronde. Donc, en fait, c'est de là, on sortait de cet âge du Moyen-Âge pour arriver dans un âge
beaucoup plus rationnelle de la science. Mais là aussi, on tombe toujours d'un extrême à l'autre. Il y en a beaucoup qui étaient ce qu'on appelle anticléricalistes, c'est-à-dire ils développaient la religion et ils étaient athées surtout pour être contre l'Église. Ils n'étaient pas vraiment athées au fond d'eux-mêmes. Et encore aujourd'hui, on a le même effet. Vous avez beaucoup de scientifiques qui se déclarent athées, mais quand on leur parle en aparté, ils ne sont pas aussi athées que ça. Voyez. Et donc, c'est ce mouvement qui date donc de cette époque-là, d'il y a presque 2 siècles, on en retrouve encore des traces aujourd'hui. Oui. Ouais. J'avais juste une question par rapport à Hippolyte Léon Rivail était enseignant. Oui, c'est ça. Il était enseignant de lettres, quoi, de français, l'école. Non, il avait l'Institut polymathique, il enseignait les mathématiques, l'algèbre, les sciences naturelles. Il était vraiment pluridisciplinaire dans ses connaissances. Mais alors, il n'y avait pas d'école publique dans ces années-là, en fait. Si, mais les écoles publiques commençaient à dater de Napoléon, donc tout au début du 19e siècle. 1810, il y avait déjà des écoles publiques. Et Rivail, en fait, son premier institut, c'était en 1825. Donc, c'était un institut public, privé. Il ne souffrait pas ni de l'influence de l'État, ni de l'influence religieuse. Mais est-ce qu'on sait, dans ces époques-là, à partir de quand, par exemple, les gens lisent couramment, écrivent couramment? Est-ce qu'il y a une école? Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'écoles religieuses. Il y a les jésuites, et puis quelques écoles privées, comme celle de Kardec. Mais, oui. Alors, les écoles de jésuites, certainement, je ne pense pas que Napoléon les ait interdites. Hein. Il leur a retiré l'exclusivité, c'est surtout ça. Elles avaient pendant le royalisme l'exclusivité. Et donc, à partir de Napoléon Ier, hein, il y a eu les… ils ont perdu cette exclusivité de l'enseignement et il y avait donc des écoles libres et même des écoles publiques contrôlées par l'État avec le ministère de l'Éducation qui avait été créé et donc qui était laïque, le ministère de l'Éducation qui n'était pas influencé par les religions. Mais je pense que les écoles religieuses ont continué à exister en parallèle. Et donc, cet enseignement, à l'époque aussi, c'était surtout pour les garçons. Hein, les filles, on en parlera un peu plus quand on verra le cours sur Rivail. Hein. J'ai fait on a trouvé par exemple que dans les années 1840, Amélie Rivail dirigeait une pension pour les demoiselles. Et donc, c'était une initiative assez pionnière à l'époque où les filles allaient aussi à l'école et on leur apprenait le commerce. Par exemple, tenir un magasin, ce genre de choses, quoi. Et il y avait quand même à l'époque encore cette différence énorme entre les garçons et les filles. Et il y a d'ailleurs un film récent qui est sorti qui s'appelle Le bal des folles, je ne sais pas si vous l'avez vu, et donc qui illustre un peu ça. Hein. Les filles, elles étaient vraiment considérées comme des moins que rien, et la pauvre fille qui avait des facultés médiumniques se retrouvait à la salpêtrière. Voilà. On en parlera un peu plus profondément quand on arrivera sur le cours concernant Rivail. Alors, qui sera le 6 février, donc exactement dans un mois. Là, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur sa carrière de pédagogue. Voilà. L'avenir de la science, œuvre littéraire de Renan, vous voyez. Donc, c'est la science qui est venue quelque part remplacer la religion, mais on est tombé d'un extrême à l'autre, quoi. On est tombé de la religion qui contrôle tout à la science qui contrôle tout et puis qui combat la religion qui combat la science et la science qui ensuite est passée à combattre la religion. Il y a eu l'anarchisme aussi qui est sorti, hein, les premières idées anarchistes, vous voyez là, Godwin, Bakounine, etc. Hein. L'anarcho-communisme, donc c'est Karl Marx. Hein, Karl Marx était un contemporain de Kardec, hein, vous voyez, 1818-1883. Le manifeste du Parti communiste, tout ça c'est venu donc dans ce XVIIIe siècle. Hein, c'était ces nouvelles idées. Et Frédéric Engels, hein, qui disait que le communisme serait l'étape finale de l'organisation politico-économique humaine, avec comme intermédiaire le socialisme, instaurant une dictature du prolétariat pour garantir la transition. Vous voyez, c'était les idées de l'époque. On a vu aujourd'hui avec un peu plus de recul ce que ça a donné.
hein, ce socialisme, ce communisme qui ne fonctionne pas, tout simplement à cause de la diversité naturelle des aptitudes entre les êtres humains. Donc, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, je dis toujours pour caricaturer, les feignants et les travailleurs, ça ne fonctionne pas, ça ne tiendra pas longtemps. Hein, parce que même dans les pays, comme on voit à l'époque encore de la RDA en Allemagne, hein, une époque que j'ai quand même connue, puisqu'on avait une parente qui habitait là-bas, il disait quand on appelait un plombier, il fallait attendre 1 an que le plombier arrive, quoi. Et pendant ce temps, il y avait des fuites, etc. Parce que si le feignant et le travailleur sont mis sur un pied d'égalité, le travailleur, il arrête de travailler, hein, il se met au rythme du feignant. C'est des petits détails pour illustrer, alors ce n'est pas aussi simpliste que ça, évidemment, pourquoi ce genre de système ne fonctionne pas, n'ont pas fonctionné. Voilà. Mais il y a eu aussi, et ça c'est donc quelque chose de nouveau que j'ai introduit dans le cours, et c'est pour ça que je voudrais en parler un petit peu, il y a eu donc des philosophies matérialistes, dont cet anarchiste, mais il y a aussi eu une philosophie spiritualiste qui a été développée par Mène de Biran. Vous voyez ? Et donc, en France, on l'appelle spiritualisme rationnel, alors qu'à l'étranger, ils appellent cette philosophie de Mène de Biran, ils appellent le spiritualisme français. Donc, c'est sous ces noms-là que vous les trouverez dans Wikipédia, par exemple, hein. Et Mène de Biran, donc, vous voyez, il est mort en 1824, donc c'était fin du 18e, début du 19e. Il a, par ses études, hein, par l'introspection, il est arrivé à la conclusion qu'il y a certains attributs de l'être humain, donc notamment la pensée et la volonté, qui ne peuvent pas résider dans le corps physique, mais qui doivent résister dans l'esprit, qui existe et qui est indépendant du corps physique. Voilà. Donc, il ne parlait pas encore de ce qui se passe avant et après, il se parlait de ce qui se passe pendant. Donc, cette philosophie qui s'est pas mal développée à l'époque, puisque vous voyez, il y a Victor Cousin qui a introduit cette philosophie dans les cours de philosophie à la Sorbonne et dans les lycées en France. La rue qui passe devant la Sorbonne s'appelle la rue Victor Cousin à Paris, donc c'était quand même quelqu'un de très important, et qui fait que tous les jeunes lycéens de la première moitié du XVIIIe siècle, ils apprenaient en philosophie cette philosophie spiritualiste. Alors qu'aujourd'hui, dans les cours de philosophie, si vous en avez vécu, on ne parle pas beaucoup de spiritualisme. Et quand vous interrogez aujourd'hui même des intellectuels philosophiques en France, vous leur demandez Mène de Biran, il y en a très peu qui connaissent, hein. Et c'est donc, là encore une fois, ça fait partie de ces choses spiritualistes qui sont effacées ou laissées de côté, disons, pour mieux dire, par l'idéal dominant qui est quand même encore cet idéal matérialiste qui prédomine chez les intellectuels aujourd'hui, y compris chez les philosophes. Par contre, donc, cette philosophie de Mène de Biran, à l'époque, elle avait été diffusée. Donc, beaucoup de jeunes, notamment ceux qui ont reçu le livre des esprits dans leurs mains en 1857, alors qu'ils avaient 25 ans, 30 ans ou 35 ans, à l'école, ils avaient appris cette philosophie spiritualiste. Et ça, c'est un des facteurs qui a fait que le livre des esprits, il a eu ce succès immédiat à l'époque. Oui, Michel ? Oui, Charles, est-ce que ce n'est pas peut-être cette notion de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État qui a fait diminuer cette philosophie spiritualiste, et peut-être aussi ces deux guerres qui, en fait, après les guerres, c'était plutôt la notion de mange, tu ne sais pas qui te mangera, profite, etc. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait tomber ces notions de philosophie spiritualiste ? Tout à fait. C'est-à-dire que cette philosophie spiritualiste, elle était mal vue. Tu vois, il y a eu la période de la Restauration. La Restauration avec le retour des frères de Louis XVI, avec le retour de l'Église, hein, en 1820. Donc, ouais, c'est juste quand Mène de Biran il est mort. Eux, ils ont combattu de façon féroce cette philosophie du spiritualisme rationnel qui donc enseignait l'autonomie, qui enseignait l'esprit, donc en dehors des concepts et des dogmes de l'Église. Donc l'Église et les monarques voyaient d'un très mauvais œil tout ce qui allait dans le sens de la liberté, puisque ça allait à l'encontre
de leur principe à eux, qui était de chercher, de continuer à dominer les masses. Donc, effectivement, ils ont été pourchassés, mais après, en 1848, il y a eu une nouvelle révolution, donc ces volontés de liberté se sont quand même implantées assez fortement, et c'est pour ça que, en 1857, c'était typiquement sous le Second Empire, il y avait encore cette liberté. Napoléon III, malgré son autorité d'empereur, il n'a pas réussi. C'est plus possible de revenir en arrière et de couper court, de censurer ou d'interdire ces idées qui se développaient, enfin que Kardec a développées en 1858. 57. Merci, Charles. Vincent? Oui, j'avais juste un petit commentaire à faire. Apparemment, c'est la science qui a été promue dans ces années-là. Le scientisme, tout le côté scientifique. Et Oui. la spiritualité s'est plutôt exprimée à travers la poésie, par exemple. Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Les extraits de l'harmonie poétique et religieuse, c'est le lac, ça s'exprime ailleurs, quoi, que dans. Exactement. Là, et Mendebiran dans la philosophie. Donc, il y a eu les grosses barrières sont tombées, il y a eu, c'est tombé dans les extrêmes, mais il y a eu partout, donc ces idées, ces courants de liberté qui ont fleuri. Victor Hugo aussi, en 1848. Non, pas en 1848, 1848, si, Victor Hugo, il faisait partie des républicains, donc qui avaient fait la Révolution. Et quand Napoléon III s'est proclamé empereur en 1850 ou 52, je ne me souviens plus, Victor Hugo, il a dû partir à Jersey. Les Maris, qu'on connaît bien, Pierre Gaëtan Les Maris dans le mouvement spirit, il est parti en Belgique. Il y a eu plein de personnes, ces républicains, qui ont dû s'exiler parce qu'ils étaient pourchassés. Donc, on voyait qu'on était dans ces oscillations, mais que le mouvement était parti et c'était plus possible de revenir en arrière. Et le scientisme, oui, c'est, je dirais, un développement peut-être du positivisme d'Auguste Comte, les scientistes qui disent tout s'explique par la science, il n'y a pas besoin de divinité, etc. Laplace qui expliquait à Napoléon III toutes les équations qui gouvernaient le mouvement des planètes autour du Soleil, etc. Napoléon qui lui demande, mais monsieur Laplace, vous n'avez pas parlé de Dieu nulle part dans votre présentation, et Laplace lui a répondu, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est typiquement l'illustration du scientisme. Donc, et de ce courant matérialiste ou anti-spiritualiste qui existe, qui est toujours encore prédominant aujourd'hui chez nos intellectuels, dans nos universités, dans la science. Si on a aujourd'hui entre la moitié et 2/3 des Français qui croient que la vie continue après la mort, et chez les intellectuels, cette proportion, elle est bien inférieure. Donc, donc le matérialisme vient de là, vient d'Auguste Comte, qui a développé une espèce de religion sans Dieu et sans esprit. C'est intéressant, j'ai découvert pas mal de choses en allant visiter cette exposition là-bas. Voilà. Après, il y avait le rapprochement de l'Église des pouvoirs royaux, donc ça a énormément porté de tort à l'Église. Il y a eu le catholicisme social créé par Lamennais qui cherchait justement à remettre l'Église vraiment dans son travail de charité, etc., qui s'est même déclaré socialiste, Lamennais. Il avait quelque part un peu rompu avec l'Église parce que l'Église catholique s'accrochait à ses privilèges, s'accrochait à son patrimoine, s'accrochait à ses dogmes et à son approche hétéronome qui allait contre l'autonomie et la liberté. Voilà, et c'est à partir de là où l'Église elle a commencé petit à petit à décliner. Il y a eu les protestants qui sont venus, qui ont cherché à donner un petit peu plus de liberté, mais là encore, les protestants, malheureusement, ils ont gardé quelques dogmes fondamentaux qui sont complètement illogiques. Par exemple, la dogme de l'enfer, l'éternité des peines, etc. Au niveau de la science, la découverte de la planète Neptune. Alors, Neptune, c'était un exercice assez intéressant. Dans les équations de Laplace, justement, il y avait quelque part une anomalie. Et cette anomalie, pour l'expliquer, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il devait y avoir encore une autre planète, après Uranus,
hein, qui pouvait expliquer cette anomalie. Et Le Verrier, justement, avec le développement aussi des télescopes et tout ça, a découvert la planète Neptune. Donc, c'est une méthode qui est d'anticiper, hein, de dire les équations ne marchent pas, il doit y avoir quelque chose. La science, c'est donc une hypothèse ex ante, donc qui a été faite avant que la chose ne soit découverte et confirmée. Et ça, c'est une méthode scientifique qui est tout à fait admise aujourd'hui. C'était la même chose avec le boson de Higgs et d'autres choses, hein, où la science prévoyait des choses qui n'ont pu être observées et découvertes que par la suite. Alors que Kardec, lui, non, il a observé d'abord et fait les théories du spiritisme après. Il n'est pas allé jusque-là, même si c'est tout à fait légitime d'un point de vue de méthodologie. L'apparition de la machine à vapeur, évidemment, hein, donc qui révolutionnait les transports. Kardec, il a commencé à prendre les trains. Hein, le premier train, par exemple, la ligne qui va de Mulhouse à Thann, c'était la deuxième en France, après une autre dans la région de Saint-Étienne, c'était 1839, hein, avec les grandes industries, Société alsacienne de construction mécanique, Koechlin, donc qui construisait déjà des chaudières et qui a construit des locomotives pour faire cette première voie ferrée. Et après, le développement, il a été exponentiel. Hein, vous avez toutes les compagnies qui se sont créées, PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille. Et donc, c'était le début, excusez-moi, de l'expansion du transport à la vapeur. Et donc, quand Kardec a fait son voyage spirit en 1862, il voyageait essentiellement donc, en train. Voilà. Et c'est donc à cette période aussi qu'il y a eu une révolution différente, entre guillemets, hein, c'est le spiritisme, hein, qui a fait par Allan Kardec. Il dit dans la revue Spirit de 1863 que c'est dans ces circonstances éminemment favorables qu'est arrivé le spiritisme. Plutôt, il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant, et dans un temps plus reculé, il eût été étouffé par le fanatisme aveugle. Et donc, Kardec, là, il fait clairement allusion au spiritualisme français, hein, enseigné par Victor Cousin et d'autres, qui parlait donc de l'esprit et donc qui donnait ces circonstances favorables qui ont fait que beaucoup de personnes à l'époque avaient accepté le livre des esprits, qui partait d'un principe qui était déjà établi, qui est donc le fait qu'en nous, il y a un esprit, et qui allait plus loin en disant avant, après, voilà, l'esprit survit à la mort, il arrive à se communiquer par la médiumnité et il se réincarne, etc. Donc, c'était quelque part un prolongement naturel donc de l'esprit, de l'étude de l'esprit à l'état incarné qui était de cette philosophie spiritualisme rationnel au spiritisme, donc qui étudie l'esprit aussi avant et après sa phase d'incarnation. Et il fait aussi allusion dans un temps, alors il se fut heurté contre le matérialisme tout-puissant, ça c'était justement quand cette philosophie était encore étouffée par le positivisme, le scientisme, je dirais toute la science, hein, qui avait donc pris le pouvoir à l'époque et qui était allé à l'autre extrême comparé à la religion et qui avait donc fini par rejeter aussi le fait que l'esprit existe, rejeter Dieu, tout ce qui était religieux, c'était systématiquement exclu. Et je dirais même dogmatiquement exclu, puisque personne n'a jamais pu prouver en science que Dieu n'existe pas. On en arrive même au contraire. Hein, vous avez des livres, j'en ai un ici qui est sorti récemment. Donc, la science s'approche de plus en plus de Dieu. Hein. Et c'est un livre qui est sorti cette année, ça. Voilà. Donc, les scientifiques qui réfléchissent un peu et qui sortent de ce dogme, ils arrivent très vite à des conclusions qui sont, je ne dis pas contraires à la science, mais contraires à ce dogme matérialiste de la science. Et ça représente vraiment l'avenir parce que la science, elle avancera vraiment quand elle sortira quand elle enlèvera ses œillères matérialistes et qu'elle commencera aussi à s'intéresser de façon plus large à l'esprit et toute cette réalité de l'être humain. Et Kardec, il dit aussi, dans un temps plus reculé, il eût été étouffé par le fanatisme aveugle,
Ben ça, c'était les périodes royales avec la religion toute puissante. Ben Kardec se serait peut-être retrouvé sur un bûcher s'il avait codifié le spiritisme un siècle avant. Hein, vous voyez. Déjà là, les livres se sont retrouvés à l'index, mais heureusement, bon, il n'est pas mort sur un bûcher. Donc, vous voyez, donc, il avait bien constaté ça. Donc, son travail, les esprits qui sont venus apporter toutes ces communications sont venus à un moment opportun qui a été facilité par ce contexte à l'apparition, comme on a vu à l'instant. Voilà. Et Emmanuel, donc toujours 5. Alors, vous voyez là, les références, je les ai mis en note de bas de page pour qu'il n'y ait pas besoin de tourner les pages, hein, pour que vous les ayez plus vite sous les yeux. C'est toujours encore ce livre Vers la lumière, hein, que j'espère vous pourrez en retrouver chez Jean-Pierre Pipineau. Il nous dit « Le 19e siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde, menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses. Les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa profonde magnanimité, distribuerait le pain sacré de l'espoir et de la foi dans tous les cœurs. Alain Kardec, dans sa mission d'éclaircissement et de consolation, était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux, mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du 19e siècle. » Voilà. Donc ça conclut ce premier module. Hein. Donc la prochaine fois, on verra qu'est-ce que c'est que le spiritisme, hein, et quel est son but. Donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Pour l'instant, est-ce que vous avez encore des questions sur ce sujet du contexte au XVIIIe et au XIXe siècle où est en Europe quand est apparue la philosophie spirit? En résumé, en fait, pour quelqu'un qui voudrait expliquer l'arrivée du spiritisme à des néophytes, est-ce que c'est un passage, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de déterminant dans ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui? Que chaque chose arrive en son temps. Plus tôt, Kardec, il aurait été massacré sur un bûcher. Plus tard, si on voulait le faire aujourd'hui, ou même peut-être aujourd'hui, ça change de nouveau. Mais si on avait voulu le faire, par exemple, au XXe siècle ou au début du XXe siècle, il se heurtait au matérialisme qui était dominant, tu vois. Et donc, c'est venu juste au bon moment, à un moment où vraiment la philosophie a été acceptée, non seulement en France, mais aussi dans plein d'autres pays dans le monde. Donc, on pourrait d'ailleurs étendre cette étude aux autres pays et essayer de comprendre pourquoi, par exemple, au Brésil, le spiritisme s'est tellement développé. Et assez rapidement, hein, les livres de Kardec avaient été traduits en portugais dans les années 1870. Et d'ailleurs, quelque chose qui est intéressant, là je vous parle de Mène de Biran, on a un ami, là, Jérémy, qui habite près de Rennes, qui fait en ce moment un doctorat en philosophie. Et donc, quand il va à l'université et qu'il parle de Mène de Biran, très peu connaissent. Hein. Alors que quand vous allez au Portugal, quand vous allez au Brésil, c'est pour ça que ces choses-là sont revenues de là-bas. On les connaît très peu en France parce que ça parle de Dieu, ça parle du spiritualisme. Donc, avec chaque fois ces œillères matérialistes, ces choses-là sont un peu mises de côté. Il y a eu très peu d'études et de thèses qui ont été faites sur cette philosophie de Mène de Biran. Contrairement au Brésil et au Portugal, où cette philosophie elle a fini par aller. Tous ces livres ont été traduits en portugais et donc encore à la fin du 19e siècle, ces choses-là étaient très largement enseignées dans ces pays-là. Et c'est pour ça que c'est dans ces pays-là qu'on trouve le plus d'écrits et d'études sur Mène de Biran. C'est grâce aux Brésiliens qu'on a redécouvert ce philosophe français. Oui, Vincent? J'avais juste une question. Alors, tous ces sujets sont quand même connexes avec l'apparition de l'imprimerie, de l'écriture et de la transmission par l'écrit. Donc, je sais que tu as fait une conférence sur Jeanne d'Arc. C'est les premiers écrits, le développement, c'est 1500, quoi. Oui, Gutenberg. Ouais, juste après 50 ans après l'apparition de Gutenberg, on commence à avoir beaucoup d'ouvrages. Et
Est-ce que c'est concomitant alors, on a des livres, on a l'écriture, on a. Moi, ça m'a toujours posé question. Entre 1500 et par exemple et 1800, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a déjà des livres, mais est-ce que la pensée est transmise? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des écoles? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, quoi? Alors, effectivement, donc là, on fait 18e et 19e, il faudrait remonter un petit peu plus avant. Mais les premiers livres étaient surtout utilisés pour imprimer la Bible, qui était encore par les pouvoirs royaux et religieux qui étaient dominants à l'époque. Néanmoins, la technologie était là, hein. Donc, quand il y a eu les révolutions et tout ça, effectivement, le livre a été utilisé. Cette invention qui était antérieure a bien sûr énormément servi pour divulguer toutes les idées, à la fois des révolutionnaires, à la fois de Mène de Biran, qui n'avait pas écrit grand-chose, Mène de Biran. Hein. On ne trouve pas beaucoup de livres de Mène de Biran, on trouve beaucoup de livres sur Mène de Biran, hein, qui ont été écrits et effectivement qui étaient publiés à l'époque. Et on verra aussi dans un cours un peu plus loin les précurseurs, voilà, qui ont précédé Eidsvoll, l'étape tournante. Donc là, on parlera, je pense, aussi un peu de Emanuel Swedenborg, donc, qui était un médium suédois, hein, qui datait justement du XVIIIe siècle. Il y a eu aussi le magnétisme, le mesmérisme avec Anton Mesmer. Et donc là, effectivement, vous trouvez des livres qui sont du XVIIIe, hein, les livres de Swedenborg et de Mesmer. Et donc, ces idées-là ont réussi à être divulguées plus largement grâce à l'imprimerie. Mais au XIXe siècle, effectivement, c'était déjà acquis. Et donc, voilà, il y avait plein de typographes, plein d'imprimeurs, l'industrie du papier, de l'encre, tout ça s'était mis en place. Et effectivement, c'était aussi une des inventions qui a énormément facilité la suite, même si elle est venue plusieurs siècles avant. Les enseignements de Jeanne d'Arc, par exemple, bon, là, il y a 1429, il n'y avait pas encore. Donc, bon, il y a eu les procès, hein, les manuscrits du procès de Jeanne d'Arc et des procès de réhabilitation existent encore, hein, mais ce n'était pas imprimé, évidemment, c'était des manuscrits. Et c'est pour ça que les études sur Jeanne d'Arc, on peut oublier Jeanne d'Arc en France jusqu'à la fin du 19e, début du 20e, où les historiens qui avaient accès à ces manuscrits, hein, ont pu écrire leurs thèses et leurs livres sur l'histoire de Jeanne d'Arc, hein, que ce soit Henri Martin et beaucoup d'autres. C'est Montaigne qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, c'est pas seulement lui qui en parle comme ça, hein. Il fait partie d'un courant. On s'aperçoit que la technicité fait que on a besoin aussi d'une spiritualité qui va avec cette technicité. Une technicité sans spiritualité, c'est quelque chose qui est hors sol, quoi. C'est Einstein, il a dit la religion sans science est boiteuse et la science sans religion est aveugle, je ne me souviens plus. Enfin voilà, il a dit quelque chose comme ça. Et là, il s'est rendu compte aussi que avec la découverte de l'énergie atomique, la confection de la bombe atomique, que ça devenait instable. Et que donc, oui, l'évolution intellectuelle, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait une évolution morale. Et de nos jours, surtout depuis la fin du XXe siècle, ce sont des concepts qui se sont énormément développés. Et je peux vous dire, moi, que dans les ressources humaines, quand ils cherchent à embaucher quelqu'un, ils regardent effectivement les diplômes, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Les interviews qui sont faites sont un peu pour voir le quotient intellectuel, encore que là, ils font assez vite confiance aux diplômes, etc. Moi, il y a eu un épisode assez incroyable, c'est que mon diplôme, on me l'a demandé 10 ans après m'avoir embauché. On ne m'avait jamais demandé mon diplôme avant. J'ai un peu rigolé, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et les gens cherchent plutôt aussi à mesurer le quotient émotionnel. Est-ce que la personne, elle est équilibrée? Est-ce qu'elle sait contrôler ses sentiments? Est-ce qu'elle sait travailler en équipe? Est-ce qu'elle sait négocier avec un client, écouter, trouver des terrains d'entente au bénéfice des projets ou
ou des objectifs de la société. Donc, c'est une notion qui aujourd'hui est vraiment revenue, donc de mesurer non seulement le quotient intellectuel, mais aussi le quotient émotionnel. Et plus récemment encore, il y a même la notion de quotient spirituel, me semble-t-il. Et donc, avoir quelqu'un qui est très intelligent, mais qui est moralement peu évolué, ce sont des personnes qui peuvent utiliser leur intelligence pour leur intérêt personnel, qui peut aller contre l'intérêt de la société. Ce sont des personnes qui peuvent causer énormément de tort à une société. Ou je parle de société, ça peut être une société privée, ça peut aussi être la société en général, hein, publique. Hein, si les dirigeants qui sont très intelligents mais très peu évolués moralement, en général, ce sont des dictateurs, ce sont des corrompus. Vous voyez? Et je suis un peu dur là, mais c'est ça. Hein. Moi, je dis c'est les pires. Ceux qui sont très intelligents mais mauvais, c'est les pires. Hein. Si vous les avez dans une association ou quelque part, débarrassez-vous-en le plus tôt possible parce qu'ils peuvent vraiment tout vous casser. Et on l'a vu dans le mouvement spirit à plusieurs reprises. Hein. Le mouvement spirit n'y échappe pas. Ce qui compte, c'est donc la générosité, le désintéressement personnel, l'abnégation, faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt égoïque personnel. Hein. C'est ça le bon dirigeant, celui qui allie à la fois l'intelligence et la bonté. C'est par exemple Jésus, hein, c'est par exemple Gandhi, hein, qui ont utilisé leur intelligence pour faire ce qu'ils ont fait. Vous voyez, libérer, apporter ce message pour Jésus et puis libérer l'Inde de l'oppression anglaise en non-violence. Il faut le faire, ce qu'a fait Gandhi. Voilà, ben ça, ce sont les exemples de ces grands esprits missionnaires qui allient l'intelligence et la bonté. Ceux qui sont bons, mais pas intelligents, ben, c'est les bons collaborateurs, quoi, mais ce ne sont pas des foudres de guerre, ils ne feront pas de miracle. Hein. Et après, vous avez la quatrième catégorie, hein, si on prend une logique binaire, c'est ceux qui sont ni intelligents ni bons. Bon, ben là, c'est les cas sociaux qu'il faut aider, mais comme ils ne sont pas intelligents, ils ne seront jamais vraiment dangereux, quoi. Donc, vous voyez comment on peut classer un petit peu. C'est une manière que j'ai d'approcher un peu ces choses-là. En dehors du classement des gens, on a quand même là l'endroit où on privilégie les idées et pas. C'est les idées qui sont Kardec, son but, c'était pas de faire de la spiritualité un objet de contemplation, d'idolâtrie, mais de la promotion des idées d'une réincarnation déjà, qui change complètement notre manière de vivre notre vie terrestre. L'idée de l'existence de l'âme, de sa survie, de son réincarnation, de la communicabilité, tout à fait ça. C'est l'idée dans le domaine du spiritualisme. Alors l'idée, c'est une chose, mais encore une fois, ce n'est pas la seule. Il y a l'idée, avoir de belles idées, c'est bien, mais il y a ce que les Anglais ils appellent aussi le say-to-do ratio, c'est-à-dire entre les idées et ce qu'on fait réellement, il y a parfois un écart. Et ça, c'est donc ce qui est aussi important que l'idée, c'est la mise en pratique de ces idées. Et l'abnégation, le désintéressement, c'est typiquement de la mise en pratique, c'est de l'attitude personnelle, quoi. Ou la personne qui a plein d'idées, mais qui finalement en reste aux idées et n'arrive jamais à réaliser quoi que ce soit dans le sens des idées, ce n'est pas très utile non plus. Oui, Christophe? Donc, on peut quand même s'apercevoir aussi que, alors, tu l'as montré qu'on sortait effectivement de la monarchie et que l'homme avait plutôt tendance à aller vers la démocratie. Cependant, on est quand même encore confronté avec toutes ces révolutions qu'on a eues à une bataille d'ego finalement. Bah oui. Oui. On n'est pas encore arrivé. Hein. Le monde de régénération, il n'est pas encore là. Hein. Ah non, pas tout de suite. Donc est-ce que ce Maine de Biran, c'est la première fois que j'en entends parler, tu vois, donc, tu vois, voilà. Est-ce que ce Maine de Biran, on peut dire que, enfin, il s'est réveillé un matin en disant tiens, on a une âme, un esprit, on est esprit, ou est-ce qu'il a été induit pendant son sommeil? Alors, j'ai pas encore vraiment étudié son histoire,
Mais à partir du moment où les religieux ont perdu leur influence après la Révolution, eh ben, c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des philosophes qui peut-être étaient religieux à l'époque, hein, qui se soient intéressés à l'étude rationnelle des questions qui étaient l'apanage des religions avant, tu vois. Parce que les religions, bon, il y a beaucoup de bonnes choses dans les religions, il faut le reconnaître, hein, la spiritualité, etc. Mais après, bon, l'enfer, le dogme des peines éternelles, l'infaillibilité papale, il y a beaucoup, beaucoup de boulets. C'est ce que dit Léon Denis dans Christianisme et Spiritisme, hein, que j'ai essayé d'expliquer un peu dans les conférences que j'ai faites sur ce livre, que vous pouvez trouver sur les YouTube du mouvement Spirit francophone ou de la Fédération Spirit française. Léon Denis dit, et c'est une image que j'adore, hein, c'est dans les évangiles, il y a les diamants de ces enseignements moraux qui ont été légués par Jésus sont toujours là. Ils n'ont pas réussi à les éliminer. Par contre, il y a toutes les scories, toutes les cendres, toutes les poussières qui ont été rajoutées par l'être humain. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher ces diamants et puis écarter toutes ces cendres et ces scories. Et c'est typiquement ce qu'a fait Kardec quand il a écrit l'Évangile selon le spiritisme. Hein. Il est allé chercher les enseignements profonds qu'il y a dans les évangiles et en mettant, il y a des chapitres sur la morale étrange qu'il appelle notamment en disant, ben voilà, ça typiquement, ça n'a pas, c'est typiquement quelque chose qui est apocryphe, qui n'a pas de réalité, que Jésus il n'a jamais dit ni fait une telle chose qui est tellement en contradiction avec les autres principes fondamentaux qui ont été mis en évidence. Donc, par ça, Kardec, il est allé chercher ces diamants. L'Évangile, c'est un bouquin que quand on a un problème, on l'ouvre à une page au hasard comme ça et ça tombe toujours sur quelque chose d'opportun. Et pourquoi? C'est parce qu'il est allé chercher ces enseignements et les a illustrés sur des applications au jour le jour du quotidien. Alors évidemment de l'époque, d'il y a 150 ans, mais 90% des problèmes de l'époque, si on accepte par exemple des choses comme le duel, qui n'existe quand même plus vraiment aujourd'hui, du moins dans le sens avec les armes, il y a beaucoup de duels verbaux et autres. Donc, si on accepte quelque chose comme ça, on tombe toujours sur quelque chose qui est très opportun pour des problèmes, des situations qui se présentent quasi quotidiennement chez nous. Et ce que je dis depuis que je suis, depuis les années 90, c'est qu'il devrait y avoir d'autres livres qui seraient le Coran selon le spiritisme, les Védas selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme. Il devrait y avoir des œuvres complémentaires parce qu'après, voilà, l'évangile, encore une fois, n'a pas l'exclusivité des révélations de ces esprits guides dans le monde. Il y a eu beaucoup d'autres révélations, même si nous, ici, dans nos pays, en Occident, on est quand même encore imprégnés de cette culture chrétienne, qui était le catholicisme, c'était jusqu'à la Révolution française, la religion officielle et toutes les autres religions étaient interdites. Il y avait les guerres contre les protestants, etc. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bien, gloire à Mène de Biran, alors. Mène de Biran, on a publié dans la revue Spirit un extrait du livre brésilien donc, qui s'appelle « Autonomie, l'histoire jamais contée du spiritisme ». Et donc, où il y a tous ces épisodes-là qui parlent justement de cette philosophie de Mène de Biran. Il faut d'ailleurs que qu'on continue à traduire d'autres passages de ce livre qui sont extrêmement importants pour nous ici, pour notre culture en France. Beaucoup de choses du Brésil, d'un peu trop religieuses, ça passe très mal. Par contre, là, on parle d'un philosophe français avec des notions qui passent tout à fait bien chez nous. Et donc, merci encore une fois aux Brésiliens qui ont fait ce travail remarquable. Voilà. Alors, si vous n'avez pas donné, il est déjà 9h20. Donc, la semaine prochaine, on verra le spiritisme, définition et but. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, sans rentrer encore dans le détail. Le détail, c'est les points principaux, on le verra donc le 23 janvier. Les points principaux de la philosophie spirit, que Kardec il a résumé dans l'introduction du livre des esprits. Donc, on fera vraiment un survol de tous les principes généraux.
Et donc, le 30 janvier, on verra les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, donc ces fameux épisodes de Hydesville, les tables tournantes, on parlera aussi un peu de Swedenborg. Et en février, on verra donc plus de détails sur qui était Alan Kardec, Hippolyte Rivail, quoi. Et ensuite, la méthodologie qu'il a utilisée une fois qu'il était confronté à ces phénomènes pour établir le livre des esprits, et où on verra qu'en fait, il utilisait des concepts méthodologiques qui n'existaient, qui n'avaient pas encore été comment dire, établis dans des principes d'épistémologie, comme c'est le cas, comme ça a été le cas au début du XXe siècle, et les livres de base. Voilà. Donc ça, c'est le programme jusqu'en février. Et donc après, on verra Dieu, preuve de l'existence, les attributs de la divinité, l'esprit, preuve de l'existence, origine, nature et progression, communicabilité des esprits, donc c'est la médiumnité, donc il y aura une leçon aussi là-dessus, la réincarnation, la pluralité des mondes habités, loi divine ou naturelle, loi d'adoration, loi de liberté. Donc ça, c'est le programme qu'on verra jusque fin juin dans ce premier semestre. Alors, il peut encore y avoir des petits changements, parce que je n'ai pas encore tout à fait fini la condensation de ces derniers chapitres, mais en gros, ça devrait ressembler à ça. Oui, Fabrice? Oui, Charles, tu avais parlé d'un cours spécifique sur la médiumnité, c'est toujours d'actualité? Oui, alors il faut que je relance Jean-Paul pour voir où il en est. Donc, il a traduit un fascicule des Colombiens, de la Confédération colombienne. J'ai déjà relu 2 parties complètes, et donc ce que j'ai déjà suggéré à Jean-Paul, mais je vais lui resuggérer, c'est de dire, écoute, les 2 premières parties qui sont déjà faites, ça représente plusieurs semaines de leçons, on peut déjà commencer. Au fur et à mesure qu'on relira les parties suivantes pour une fois qu'on aura fini ces 2 premières parties, pour passer à la suite, donner la continuité au cours. Pas attendre que le cours soit fini pour le commencer, entre guillemets, c'est un peu ça. Okay. Sinon, il y a eu un cours de médiumnité, mais c'était en anglais. Donc, pour ceux qui parlent anglais, c'est possible d'y participer. Enfin, là, maintenant, on en arrive aux dernières leçons, mais si jamais il y a une deuxième session qui commence, je vous en ferai part. Et c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce que là, maintenant qu'on arrive à la fin de la première session, donc c'est un cours théorique, mais dans lequel il y a aussi le début de pratique, donc des exercices de concentration, ce genre de choses. Et là, maintenant, à la fin, on arrive, ce n'est pas des réunions médiumniques, mais avec des gens qui, pendant les séances de concentration, voient, sentent, parlent même, sous l'influence des esprits qui sont à côté d'eux. Et la question se pose, les gens nous disent, mais maintenant, dans 2 semaines, ou dans 1 mois, on a fini le cours, maintenant on fait quoi? Et donc, il y a des réunions médiumniques virtuelles qui commencent à se mettre en place. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui sont contre les réunions médiumniques virtuelles, mais il y a beaucoup de personnes qui les pratiquent, surtout depuis la pandémie et les confinements. Et donc, d'autres qui même ont commencé longtemps avant. Et donc, les réunions médiumniques virtuelles, c'est-à-dire avec des personnes réunies un peu comme nous sur Zoom et pas réunies dans une même salle, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les réunions médiumniques, souvent, c'est un hôpital, l'assistance aux esprits souffrants, etc. Et avec la Covid, on ne peut pas fermer l'hôpital. La Covid, c'est justement quand on a le plus besoin d'hôpital, des gens à soigner physiquement, et des gens aussi qui sont décédés, ou des veufs, ou des gens comme ça, qu'il faut aider spirituellement. Et donc, c'est un peu ce qu'on verra la semaine prochaine, les tables tournantes qui ont poussé à l'établissement du spiritisme. Mais là, c'est ces événements qui poussent à une certaine généralisation de la médiumnité. Comme l'avait prévu d'ailleurs Kardec, Léon Denis, Jésus aussi, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'évolution, le monde de régénération, plus les êtres humains, les esprits évoluent, plus ils auront cette sensibilité médiumnique. Et c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser.
Et donc, mais vous trouverez dans le mouvement spirit beaucoup de personnes qui restent encore accrochées en disant non, non, une réunion médiumnique, ou c'est présentiel ou c'est pas. Donc, en gros, pendant la Covid, on ferme l'hôpital. Pour moi, ça n'a pas de sens. La médiumnité, c'est de la charité, en gros. Hein, et donc, je ne vois pas pourquoi, quand on a le plus besoin de charité, on devrait arrêter. Ce sont des idées un peu rétro. C'est un peu comme les erreurs de la religion. Hein, comme j'en ai parlé aussi dans les conférences sur le christianisme et spiritisme, où les religieux, tous les premiers chrétiens avaient des communications médiumniques. Les apôtres, la Pentecôte, il y avait des communications médiumniques tout le temps. Ils conversaient avec les esprits. Et c'est quand le pouvoir religieux, la hiérarchie sacerdotale s'est mise en place qu'ils ont dit, surtout quand ces hérétiques qui étaient appelés à l'époque recevaient des communications qui dénonçaient ce pouvoir centralisé et tous ces abus, ils ont mis la pression pour interdire la médiumnité chez les gens. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et en avoir l'exclusivité uniquement dans les élites. Et on retrouve encore ce genre d'idées qui nous ont accompagnés, nous tous, pendant des incarnations au long des siècles. On les retrouve encore des fois chez certains spirites, voilà, qui n'ont pas encore réussi à se débarrasser complètement de toutes ces réactions anti-progressistes. Charles, j'ai une petite question. Connais-tu cet ouvrage? Attends, on ne voit pas bien, je vais te le dire. C'est La sécurité médiumnique. João Nunes Maia, c'est dicté par l'esprit Miramez. Ah, je ne connais pas. Tu peux répéter l'auteur, s'il te plaît? João, je m'excuse, mon portugais, malgré ma conjointe, est déplorable. João Nunes Maia. Nunes Maia. Et c'est un ouvrage récent, c'est ça? Je ne sais pas s'il est récent. Ça a été dicté, je dis, par l'esprit Miramez. Et ça s'appelle La sécurité médiumnique. Là, on lit ça toutes les semaines, un chapitre par semaine. C'est traduit du portugais? C'est en français, voilà. Et ça a été écrit directement en français? Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai aucune information justement de ces éditions. C'est publié par qui? Édition Filman. Ah, Filman. Bon, et c'est franchement, pour l'instant, voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Oui, je vois. Ouais. C'est très. Je ne connais pas. Tu vois, je connaissais pas. J'ai entendu parler de Nunes Maia là, et puis de l'esprit Miramez, mais je vais me renseigner. Ouais, vraiment très. Mais là, peut-être que tu as dans ce genre d'ouvrage, tu trouveras peut-être encore, comment dire, c'est ou présentiel ou c'est pas, tu vois. Et le présentiel, en situation de pandémie, de restriction, ça ne va pas, quoi. Ah non, on ne ferme pas des lits, c'est sûr. Et donc, il y a une adaptation qui est nécessaire aujourd'hui, compte tenu de… Et c'est là où il faut aller de l'avant, quoi. Il faut essayer. Et… Je rejoins Fabrice, c'est quand vous voulez. Voilà. D'accord. Morissette? Oui, je voulais dire que j'ai posté sur Skype le livre, donc les tables tournantes de Jersey, les comptes rendus, les procès. Alors, je vois, je vais le faire suivre sur l'autre groupe, puisque le ESP-SFSF, on l'utilise. Il y en a deux des groupes Skype, j'ai jamais voulu mais je peux très bien le faire suivre sur l'autre. Donc, c'est un professeur qui donne ses références par rapport à un sujet du bac. Ah voilà, c'est intéressant. Donc, oui, c'est assez intéressant. Merci, Morissette. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi à tous ces esprits qui ont pu nous accompagner aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre tous ces éléments de contexte pour mieux pouvoir apprécier d'où nous venons au niveau individuel et aussi au niveau des sociétés et où nous allons. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Non, à ce soir, Charles. Ou à ce soir, oui, on a un spiritisme sans tabou ce soir. Donc,